Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série intitulée Molenbeek sur Djihad avec les auteurs de ce livre paru aux éditions Grasset, Christophe Lanfalussy et Jean-Pierre Martin. Bonjour. Dans une émission précédente, vous avez parlé de l'importance aussi des origines de ces jeunes. Ils sont franco-marocains, ils sont belgo-marocains. Ils ne sont pas turcs, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup, ou peut-être même pas du tout. Comment est-ce qu'on explique que c'est surtout ce pays-là qui est touché? C'est intéressant votre remarque parce que nous l'évoquons guère, mais il n'y a pas de jeunes hommes ou de jeunes filles d'origine turque qui soient partis. Cela tient à l'organisation du culte musulman au sein des communautés turques et peut-être de l'emprise familiale qui est perçue de façon différente. Alors, du côté belgo-marocain, la majorité de ces belgo-marocains dont nous parlons, qui sont partis vers les zones de combat, sont les enfants ou les petits-enfants de Rif. La majorité de l'immigration marocaine en Belgique, ou en tout cas à Molenbeek, vient du Rif. Alors le Rif, si vous avez été en vacances, c'est cette zone du nord du Maroc, essentiellement côtière, mais marocaine aussi, et une zone extrêmement intéressante parce que les Rifins ont été longuement tenus en certaines formes, sous une forme de marginalisation dans l'histoire du Maroc. Il y a eu des révoltes, d'abord contre les colons, les colonisateurs français et espagnols, précisément dans cette région. Et il y a un vieux sentiment, une vieille habitude de révolte, de défiance à l'égard du pouvoir. Et un pouvoir qui n'a pas été tendre avec cette population très fière, essentiellement berbère, et qui l'a tenue à distance de l'indépendance, des premières réalisations de l'indépendance, parce que le Maroc est un État assez récent. Et une fois indépendant, d'ailleurs, les Rifins se sont encore révoltés. Ils ont été accusés de tous les maux par le père de l'actuel roi du Maroc. Et certains enquêteurs, certains spécialistes nous disaient oui, mais les Rifins ont développé ce tel sentiment de défiance à l'égard de l'autorité parce qu'ils ont souffert du poids de cette autorité au Maroc, qu'ils répercutent ici en Belgique ou en Europe cette identité qui leur est propre, qui est très fière, et cette défiance à l'égard de l'autorité. Alors par ailleurs aussi, il faut savoir, nous parlions de la délinquance il y a peu, que le Rif est une des zones principales de culture du hashish, et qu'elle génère forcément aussi cette part de délinquance. Donc c'est extrêmement important de tenir compte de ce passé pour tenter d'amener ces multiples explications qui nous permettent de comprendre ce phénomène djihadiste. Oui, il ne faut pas oublier évidemment que les Rifins ont donné des générations absolument brillantes aussi dans l'immigration belge, française, néerlandaise. Ce maire de Rotterdam est un Rifin, par exemple. Donc ici, on parle vraiment d'une minorité de gens mais qui ont des traits culturels qui s'inspirent de l'histoire du Rif. Ça permet de comprendre, mais ce n'est pas évidemment une généralisation pour tous les gens du Rif. C'est un élément de compréhension parce que l'histoire du Rif est tragique, même si aujourd'hui, depuis l'avènement du roi du Maroc, les choses ont bien changé. Il y a eu un tremblement de terre au début de ce siècle, de ce millénaire, et qui a monopolisé l'attention du monde entier sur cette région. Et depuis, le pouvoir marocain et le roi Mohamed VI a pris énormément de mesures pour moderniser cette région du Rif, qui est non seulement accueillante qui devient accueillante pour la population locale, mais aussi tous les touristes qui commencent à visiter cette région. Une des caractéristiques aussi du Rif, c'est l'aspect clanique. Un peu dans toutes ces régions qui sont un peu repliées sur elles-mêmes, le clan est très important, la famille. Et donc on retrouve dans les clans de Molenbeek des familles qui sont totalement investies dans le radicalisme et dans le djihad. Et donc c'est aussi un élément qui permet d'expliquer pourquoi on retrouve parmi tous les gens qui sont partis en Syrie, c'est souvent les mêmes familles en fait.
gens, des cousins, les Al-Bakroui qui sont les cousins des autres et tout ça. Il y a vraiment, ce sont des clans qui sont partis. Et ça explique aussi, pour revenir sur ce qu'on disait auparavant, le phénomène de départ vers la Syrie, c'est souvent quelqu'un qui part et puis qui appelle ses potes, ses cousins, c'est pour dire, voilà, moi je suis là, est-ce que tu viens me rejoindre? Donc ça permet aussi de comprendre ça. Ce qui veut dire, si je vous entends bien, que finalement le drame qui s'est joué à Paris, qui s'est joué à Bruxelles, etc., c'est quelques familles, ce qui permet de bien comprendre qu'il n'y a pas lieu de généraliser, comme certains ont parfois tendance à le faire, de dire que ce n'est pas tous les descendants des Riffins, ce n'est pas tous les Belgo-Marocains qui sont de cela, etc., mais de dire, voilà, quelques familles. Et ces quelques familles-là, vous avez pu percevoir pourquoi ces familles-là, leurs descendants sont tombés dans le djihadisme, ou bien c'est trop complexe? Il y a des éléments de réponse, et ce qui nous a interpellés lors de l'enquête pour écrire ce livre, c'est les liens qui existent entre ces familles. Mon épouse avait enquêté sur le parcours de Malika El Haroud, qui est l'épouse d'Abdessettar Daman, qui a assassiné le commandant Massoud et donc qui a permis les attentats du 11 septembre. Eh bien, cette Malika El Haroud a joué un rôle presque de pionnière. Elle a montré l'exemple et on retrouve à travers elle des liens, à travers des amis, des proches qu'elle avait côtoyés au sein de la première organisation clandestine de Molenbeek. C'était le Centre islamique belge autour d'un gourou qui avait rassemblé une petite trentaine de personnes. Et Malika El Haroud a eu des liens avec un certain nombre de djihadistes qu'on a retrouvés en Irak, qu'on a retrouvés en Afghanistan, au Pakistan et même en Syrie à travers, par exemple, Fatima Aberkan et à travers ses enfants. Muriel Dogo, qui est la première belge, la première femme à s'être fait kamikaze, c'était en Irak, à Fallujah en 2005, avait aussi un lien avec Malika El Haroud. Donc il y a un fil dans cette histoire, et de génération en génération de djihadistes, on retrouve des liens entre les personnes. C'est absolument interpellant. Oui, et en même temps, on voit dans certaines familles qu'il y a des dissensions. Lorsque quelqu'un part en Syrie, on s'inquiète de ce qu'il fait. Donc à l'intérieur même de ces clans, il y a des discussions parfois très fortes pour savoir qui fait quoi. Si on prend par exemple le cas de Najim Lashraoui, qui était un des kamikazes de l'aéroport de Bruxelles, sa famille était totalement atterrée par ce qui se passait. Son frère était un athlète renommé, un athlète européen. Donc on a vraiment parfois des niveaux très différents d'engagement. On peut avoir des mères qui jouent des rôles presque d'enrôleuses, comme Fatima Aberkan qui envoie ses propres enfants, ses propres fils, et elle les envoie se battre en Syrie. Et dans d'autres cas, on a des parents qui sont désespérés et qui ne parviennent pas à empêcher leur fils de partir. Quand on pointe, par exemple, on met Molenbeek, qui est quand même une petite commune de Bruxelles, sur la carte, est-ce que l'on peut épingler les différentes maisons, je suppose que vous l'avez fait, de ces familles? Est-ce qu'elles sont regroupées ou bien est-ce que c'est disséminé? C'est très très concentré dans d'abord le vieux Molenbeek, c'est quelques rues, et c'est là où on voit que ce sont les potes du quartier qui sont partis. Donc des jeunes qui se connaissaient déjà depuis des années, qui avaient fréquenté les mêmes écoles, qui avaient des liens familiaux, et même lorsqu'on déborde de Molenbeek, parce qu'il n'y a pas que Molenbeek, mais si on va sur Laken, on voit les mêmes choses. Donc ce sont vraiment en fait, là où il y avait la population cherchant des lieux, des habitations à loyer modéré ou bas, elle est allée dans des quartiers qui étaient ex-industriels avec des petites maisons pas chères. Et donc c'est là, quand on suit ce qu'on appelle le plan canal, lorsqu'on suit le canal, on voit tous ces quartiers où se sont installées les migrations marocaines. Et c'est là-dedans qu'on trouve ces familles. Mais ces quartiers sont en train de changer aussi.
Ces quartiers sont en train de changer. Mais c'est important de comprendre l'histoire de ces quartiers. Ce n'est pas un hasard non plus si les migrants marocains s'y sont installés. Ils ne faisaient que suivre d'autres générations de migrants, des Italiens, des Espagnols, des Juifs qui fouillaient les premiers pogroms avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils sont arrivés dans cette zone qui d'abord représentait l'âge d'or de l'industrialisation, et puis qui malheureusement, pas très longtemps après leur arrivée en Belgique, avec les années 70, a commencé à connaître la désindustrialisation, et qui se sont retrouvés finalement un petit peu perdus, parce qu'on leur avait promis, non pas le paradis, mais on leur avait promis le plein emploi, on leur avait promis une sécurité sociale qui allait garantir l'élévateur, l'ascenseur social pour leurs enfants. Et les premières crises sont arrivées. Et donc c'était aussi un terreau fertile pour que des jeunes se déconnectent de la société, se replient sur eux-mêmes et développent à l'égard des responsables belges une forme de scepticisme en tout cas, et remettent en question la promesse d'intégration et la promesse d'un avenir meilleur. Merci. On vous retrouve très bientôt pour la suite de la découverte de votre livre. Je rappelle donc Molenbeek sur Giat. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.